Et salut YouTube, j'espère que tout le monde se porte super bien. Ici c'est Serge Kilimbe du www.jctum.com et bienvenue dans notre session mensuelle VIP, donc c'est vision, insight et perspective, bien évidemment perspective des marchés. Et ici on va regarder ce qui se passe avec le BTC et on va apporter un commentaire macro réellement pour permettre à tout le monde, à toute la communauté de savoir ce qui se passe et clairement quelles sont les probabilités et les perspectives selon le JCTUIM. Donc là on y va. Et regardons premièrement ce qui se passe. Donc là, on a on va dire un résumé de tout ce qui est en train de se passer dernièrement. Donc là, c'est selon Messari, on a le top 16 des cryptos et on reprend, comment dirais-je, la global market cap. Donc là, c'est ce que l'on voit ici. Et on voit qu'on est aux alentours des 548 milliards de market cap. Donc c'est un fait qui est super, super intéressant. Lorsqu'on voit cela, pourquoi? Parce que, un, on constate la méga performance des cryptos cette année-ci. Donc là, le BTC, méga performance. Donc year to date, c'est du 1er janvier, on va dire maintenant au 1er décembre. Et on voit que toutes les cryptos sont en train de cartonner. On a vu que le BTC a atteint ses niveaux historiques. Donc on parle bien du BTC ici qui a atteint la zone des 19 000 700, 19 800 en moyenne et a dépassé ce point. Donc ça dépend à travers quel exchange, mais en moyenne, le BTC a récupéré et pulvérisé de quelques points ses hauts historiques de fin décembre 2017. Et c'est un fait qui est super intéressant parce que maintenant, on voit que le BTC a atteint ses hauts historiques, mais regardez bien la market cap. Donc la market cap était aux alentours de, on va dire, proche des 600 milliards. Alors que la dernière fois, donc en décembre 2017, fin décembre 2017, lorsque le BTC avait atteint ses hauts historiques, la market cap était proche des 900 milliards. Et on parlait même du trilliard, donc entre 900 et 1 trilliard de dollars, enfin en dessous du trilliard de dollars. Donc c'est très intéressant cela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ici, il n'y a que le BTC qui est en train de monter. Ceux qui suivent l'écosystème crypto et les marchés crypto déjà depuis pas mal de temps, donc on va dire depuis 2017, vous avez constaté que Ethereum n'a pas récupéré ses hauts historiques, donc c'était une histoire de 1400 dollars, et pas mal d'autres projets, hein, donc Litecoin non plus, BCH non plus, bon le Link n'était pas là à cette époque, le ADA non plus, le BNB non, le Binance non plus, enfin pas mal de jetons, EOS, etc., n'ont jamais récupéré ses hauts historiques. Donc c'est quelque chose qui est très 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 intéressant de voir cela. Donc maintenant, est-ce qu'on peut parler d'un mouvement haussier qui est uniquement axé sur le BTC? Et en gros, on peut dire que oui. Et bien évidemment, avec toutes les news qu'on a eu dernièrement. Donc au prochain slide, enfin dans les slides qui suivent, on va en faire un petit résumé. Donc voilà en gros ce qu'on peut constater. Donc c'était une excellente année pour les cryptos. Si on reprend la performance d'année en année, donc ça veut dire du 1er décembre 2019 au 1er décembre 2020, on voit que c'est exactement le cas. Donc BTC, Ethereum, XRP ont ultra cartonné. Et si on regarde surtout ce qui s'est passé dans les derniers 30 jours et dans le dernier trimestre, donc 90 jours pour le trimestre et 30 jours pour le mois, on voit en effet que c'était super bon. BTC était OK. Donc là, rappelez-vous, par rapport à tout ce qu'on voit au niveau macro, etc., c'est une très bonne performance, mais c'est surtout le XRP qui était méga haussier. Donc XRP, il y a le jeton Spark du Flare Network, donc c'est un fork du XRP et qui apporte le côté plateforme, hein. Donc beaucoup ne savent pas qu'au début, Ripple avait pour idée de faire de la plateforme Ripple et avec le jeton XRP une blockchain à smart contracts, donc exactement comme Ethereum, etc. Il y a une vidéo sur ce canal public où on en parle et la plateforme devait s'appeler Codius. Et c'est un élément qui était mis de côté et ils se sont focalisés sur des transferts transfrontaliers. Maintenant, il y a une entité qui bosse avec eux, qui est financée par la compagnie Ripple, qui va ramener tout ce côté, on va dire, plateforme, donc ils vont forquer le XRP. Et donc ça aussi, ça crée pas mal d'engouement dans les derniers 30 jours. Donc voilà pour la petite histoire. D'un autre côté, Ethereum, on a tout le côté engouement pour Ethereum 2.0. On a atteint les quotas de validateurs, etc. Donc un minimum de 32 F pour commencer à stacker. Et ils ont là ce qu'on appelle la Beacon Chain. Donc c'est la chaîne Proof of Stake qui a déjà été lancée. Donc là, c'est aujourd'hui au 1er décembre. Et les deux chaînes, donc la chaîne Proof of Work et la Beacon Chain, la chaîne Proof of Stake, vont évoluer, on va dire, en parallèle jusqu'à ce qu'il y ait l'abandon complet du Proof of Work et qu'on bascule, on va dire, toutes les transactions et tout ce qui est fait, enfin, tout ce qu'est Ethereum sur la Proof of Stake. Et donc ça, c'est horizon 2021, 22, etc., vu qu'il y a plusieurs phases. Okay, donc voilà, en gros, les news générales. Maintenant, un élément clé ici, c'est le sentiment. Qu'est-ce qui est en train de se passer lorsqu'on voit cela? Ce qu'on a à l'écran, malheureusement, on ne voit pas ce qui s'est passé en décembre 2017, mais on constate et on peut assumer qu'on était en territoire de extreme greed. Donc là, c'est c'est un des éléments clés du BTC, on va dire de métrique analytique du BTC, c'est le sentiment. Donc lorsqu'on est en extrême euphorie, les prix sont super hauts, et lorsqu'on est en extrême pessimisme, les prix sont bas. Donc clairement, le meilleur moment pour acheter, c'est clairement les zones d'extrême pessimisme. Pourquoi? Parce qu'ensuite on profite du boom aussi. Mais bien évidemment, il faut être patient. Et donc là, si on en revient
bien plus proche de nous. On va regarder ce qui s'est passé en 2020. Donc on avait les hauts de l'année 2020. Donc rappelez-vous, hein, les hauts qu'on voit ici en juin-juillet 2019, c'était le BTC aux 14 000. Ensuite, avec le BTC a chuté, le BTC s'est récupéré, le BTC a chuté. Donc ici, c'était plus ou moins les 3 900. Donc on peut arrondir à 4 000. Et donc ça, c'était en mars. Et depuis lors, vous avez que le BTC a récupéré. Donc on avait la zone des 10 000, la zone des 12 500. Et là, maintenant, bon, on a un BTC, on va arrondir, on va dire qu'il atteint les 20 000. Donc vous voyez qu'on est en territoire d'extrême euphorie. Donc qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on est en extrême euphorie? Ben, on commence à rechuter et revenir en extrême pessimisme. Donc là, c'est ce qui nous marque des patrons. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on explique en long et en large. Donc là, on vous invite sur le JCTUM. Il y a pas mal d'éléments qui sont pas mal de samples, donc des missions complètes qui vont vous montrer clairement tout ce qui est fait et comment comprendre, comment dirais-je, toutes ces métriques, ces sentiments, enfin comment analyser les marchés de manière fondamentale, de manière, on va dire, psychologique aussi, avec en gros c'est la psychologie, et d'un autre côté, tout ce qui se passe au niveau technique, donc c'est super intéressant. Maintenant, revenons sur quelques points qui ont fait qu'on a atteint, on va dire, cette zone d'extrême euphorie. Notons une chose, il y a eu ce qu'on appelle le fameux hard fork du BTC, et c'était ici au mois de mai. Et comme vous le voyez, on était sous le marqueur 50, donc là on était en territoire de fear, donc ça veut dire quoi? Fear c'est le doubt, donc là c'est fear, uncertainty et doubt. Donc on a des doutes, on a peur et on est incertain de l'avenir du BTC. Lorsqu'on est en extrême euphorie, clairement, c'est le fameux FOMO. Donc, clairement, là, on est ultra optimiste et clairement, tiens, le sentiment monte super haut et les prix montent super haut. Vous voyez qu'après, on va dire le halving, il ne s'est rien passé du tout. Mais ensuite, on s'attendait à ce que le halving du BTC ait les mêmes effets que le halving du Litecoin et le halving des années précédentes. Donc, il y a pas mal de thèses qui ont été proposées. Donc, les stock to flow, il y en a pas mal qui montrent que oui, chaque fois qu'il y a un halving, le BTC monte. J'ai souvent fait des commentaires, mais bien évidemment en privé. Donc là, c'est pour les clients du JCTUM et de temps en temps sur les plateformes publiques comme YouTube pour expliquer clairement qu'il faut faire très attention avec cela parce que le BTC est un actif financier, que ce soit une commodité, que ce soit une propriété ou une monnaie, peu importe, c'est un actif financier. Les actifs financiers sont régis aux lois de la macro, donc la macroéconomie, qu'est-ce qui se passe? Et l'actif roi dans la macro, c'est le dollar. Et le dollar génère des sentiments. Si on est optimiste, clairement, on va se défaire du dollar et donc les actifs à rente variable vont augmenter. Si on a peur et qu'on est, dans un premier temps, si on est optimiste, c'est bon pour les actifs à rente variable. Et si on est pessimiste, donc si on a peur, donc on passe par un mauvais momentum économique, clairement, qu'est-ce qu'il y aura? On va redemander du dollar, donc c'est pas bon pour les actifs à rente variable. Et dans tout cela, il faut regarder quelles sont les politiques de banque centrale. Donc on va revenir sur ce point et on va décortiquer ce qui s'est passé, vu qu'apparemment, ce n'est pas le halving qui a fait exploser les prix du BTC à la hausse, mais il y a eu d'autres éléments. Donc, comme on le voit, on est dans un momentum de extreme greed, donc là, extrême optimisme, donc FOMO, fear of missing out. Donc, j'ai peur de manquer, je vais acheter le BTC au 18 000 parce que je pense pouvoir le revendre à 19 000. J'achète le BTC au 19 000 parce que je pense qu'on va atteindre les hauts historiques de 20 000 et qu'on va les dépasser. Et donc là, je vais pouvoir faire un coup spéculatif. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a eu à cette période-là? On a eu MicroStrategy. Donc là, ce sont les corporations qui ont commencé à émettre des thèses, donc des thèses macro sur le BTC. Ah tiens, le BTC, c'est un meilleur stock de valeur que le dollar que l'on maintient comme actif dans nos bilans. Donc lorsqu'on a du cash, nous en tant que compagnie, lorsqu'on génère du cash, tiens, au lieu de maintenir des investissements à court terme en bons ou quoi que ce soit, ou maintenir du dollar qui est en train de perdre sa valeur, les rendements des bons sont négatifs, je préfère le BTC parce qu'on a un potentiel aussi asymétrique. Donc ça veut dire, tiens, en moyenne, le S&P, c'est 15, c'est entre 12 et 15%, etc. à l'année. Avec le BTC, on peut faire 33% chaque année, on peut faire 100% chaque année, on ne sait pas, vu que vous voyez, la classe d'actifs est encore jeune et avec cette fougue, ça peut exploser à la hausse de manière violente. Suite à cela, on a les news de Square et de PayPal, dont Square avec leur application Cash App, donc ils achètent beaucoup de BTC, et PayPal aussi. Donc d'un autre côté, c'est ces deux-là qui ont généré ce qu'on appelle un supply shortage. Donc ça, c'est un terme qui a été employé par Dan Morehead, qui est le co-CIO et fondateur de Pantera Capital. Donc c'est un fonds crypto. Et ils ont expliqué cela. Et selon leurs données, depuis que PayPal a lancé son service, donc ils ont parlé depuis pas mal de temps, mais depuis qu'ils ont lancé leur service, on s'est rendu compte qu'ils achètent tous les BTC qui sont fraîchement minés. Donc il ne reste plus de BTC. Donc là, Square et PayPal achètent plus de 100%. Donc j'ai bien dit plus de 100%. Donc s'il y a 10 BTC par exemple qui sont minés, eux ils en demandent 12. Donc clairement il en manque 2. Donc clairement, il reste très peu de BTC pour le reste, on va dire, des participants. Et maintenant, il y a d'autres participants qui se sont invités aussi. On a des institutions qui maintenant reprennent la même thèse que MicroStrategy. Tiens, les BTC, on en veut dans nos portefeuilles. Pourquoi? Parce qu'on a
les politiques de la Fed et des banques centrales. Il y a la liquidité qui est là. Donc la liquidité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le fameux QE, donc le fameux quantitative easing. On est dans un environnement à taux d'intérêt super bas. Et d'un autre côté, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, on craint l'inflation. Mais quelle inflation? C'est l'inflation monétaire. Donc ça veut dire quoi? On va émettre de plus en plus de billets en circulation et ça va dévaluer la valeur du dollar et d'autres monnaies fiat. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on parque, donc qu'on stocke cet argent quelque part. Et ce quelque part, dans un premier temps, on a le gold, on a les bons. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le BTC maintenant. Donc maintenant, le fait qu'il y ait dans une même phrase des éléments macro et qu'on inclut le BTC dedans, eh ben, ça valide la thèse du BTC. Donc là, après 11 ans, ben, voilà ce que fait le BTC. Et ça, c'était, on va dire, le méga catalyseur haussier pour le BTC. Donc les corporations qui l'utilisent, les services de Square et de PayPal, les commentaires provenant, on va dire, de grands investisseurs. Donc on avait Paul Tudor Jones à cette période-là. Il y a eu plus grand que Paul Tudor Jones, mais ils ne sont pas connus, on va dire, du grand public. Donc il y a Jim Simmons de Renaissance Technologies avec le Medalla Fund, et eux opèrent déjà en BTC, mais ce sont avec les futurs. Donc là, ça fait déjà pas mal de temps qu'ils opèrent, mais comme je le dis, personne ne connaît ces personnes-là. Et dernièrement, on a eu des commentaires de Ray Dalio, parce que Ray Dalio ne comprenait pas la hausse. Il allait sur Twitter et demandait de l'aide. Donc clairement, Ray Dalio, c'est Bridgewater, c'est le plus grand hedge fund, on va dire, maintenant, de tous les temps. Donc clairement, ça fait beaucoup. Donc là, cette personne qui s'intéresse au BTC, et ça fait beaucoup. Et vous rajoutez encore d'autres personnes. On a une légende du macro, des macro hedge funds qui faisait partie du plus grand hedge fund avant celui de Bridgewater. C'est Stanley Druckenmiller, ce grand stratège, ce grand trader, macro-trader qui était au sein du Quantum Fund avec George Soros et Jim Rogers. Et clairement, lui aussi a déclaré être exposé au BTC. Maintenant, le gros problème qu'il y a, c'est que ces déclarations sont faites maintenant, mais ce sont des déclarations qui proviennent, on va dire, de filings à la SEC. Donc, lorsque on est un fonds, etc., on doit remplir des documents à la SEC pour dire sur quoi on est investi. Et donc, clairement, lorsqu'on se rend compte que leurs fonds ou leurs family office sont investis en BTC, on leur demande des questions. Donc, il y a des interviews. Et dans les interviews, ils parlent. Donc, ces personnes ont parlé ici. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que tous les filings sont des choses qui se sont faites il y a 3 mois. Donc maintenant, on voit clairement que ces personnes commentent aujourd'hui, lorsque le BTC est aux 19 000 et 20 000 et 18 000 pour le moment, et ils font des commentaires maintenant. Donc là, ça revient à quelques jours et quelques semaines, enfin et une dizaine de jours tout au plus. Et maintenant, ça génère une folie pour le BTC. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Si on remonte à 3 mois auparavant, on arrive dans ces zones ici. Donc eux, clairement, ils ont pu prendre part au BTC lorsqu'il était bien plus bas. Et maintenant, lorsque la news est là, maximiser au maximum les gains. Donc après les catalyseurs. Donc voilà, en gros, tous les éléments qui ont amené le BTC à être là où il en est aujourd'hui. Et bien évidemment, cela n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu en décembre 2017. Lorsqu'on regarde aussi les Google Search, on s'est rendu compte qu'en décembre 2017, c'était 100 pour le BTC, maintenant on est à 10. Et clairement, on en déduit que ce ne sont pas les particuliers qui génèrent ce mouvement haussier, mais plutôt les institutions dans les conditions macro, enfin, vu les conditions macro que l'on vient d'énoncer ici. Donc c'est quelque chose qui est super, super important. Et donc ça, voilà en gros le résumé de l'histoire. Mais lorsqu'on est en train de voir tout cela, on se rend compte qu'on est dans un strong bullish momentum, donc on est super haussier, vous voyez que l'euphorie est extrême. Et attention, pourquoi? Parce que les prix sont surévalués. Et donc là, on en revient au slide suivant. Et ici, c'est un slide où on a en graphique de chandelier japonais le BTC. Donc là, on voit les pics hauts de fin 2017. Vous voyez clairement qu'on a atteint encore les mêmes pics hauts. Maintenant, on fait un demi-tour. Donc après avoir flirté avec les 20 000, on est au 18 944, on est sous les 19 000. Donc là, clairement, on redevient baissier. Et ce qu'on a à l'écran, c'est quoi? En vert, on a le dollar. Donc on voit la relation avec le dollar. Rappelez-vous, c'est un actif qui est macro. Ici, on va dire l'actif était bien moins macro. Donc on voit clairement que le dollar était faible et donc c'était bon pour le BTC. Maintenant, on voit que le dollar est de nouveau faible, donc on voit que c'est bon pour le BTC. En blanc, on a le Nasdaq qui est ça c'est les futurs du Nasdaq qui sont aux 12 400 points. Et en orangé, on a le gold. Donc le gold aussi, vous voyez que le dollar faible, le gold était super bon. Mais attention, à partir du moment où le dollar fait mine de trouver un niveau de support, donc les 92, 80, 91, donc lorsque je parle de dollar, c'est le Dixie, c'est l'indice du dollar. Et on voit clairement que ce support, on va dire, du dollar, clairement, ça marque une résistance pour le gold et pour le Nasdaq. Vous voyez, donc là, vous voyez clairement qu'il y a pas mal de volatilité qui se mettent en place, enfin qui s'est mise en place. Et d'un autre côté, support du dollar égale résistance pour le gold chute. Donc le gold maintenant est au 1800, donc il était au niveau des 2100 plus ou moins, il a chuté. Nasdaq, son pic haut les 12 000, il a du mal à pulvériser les 12 300, on va dire les 12 500, mais d'un autre côté, c'est le BTC qui en a profité.
Donc BTC a eu son momentum. Vous avez vu que depuis les bas du mois de mars, il y a une forte corrélation entre le gold, le Nasdaq et le BTC. Et cette corrélation est devenue négative maintenant. Donc il y a quelques jours, donc avec toutes les news de PayPal, etc., etc. Donc là, on a vu que tout a changé. Donc le dollar faible profite au BTC pour le moment et profite au Nasdaq et non au gold. Maintenant, avec cela, on s'est rendu compte que ça dépend de l'unité de temps que l'on regarde, donc que ce soit en weekly ou en mensuel. Le BTC est un territoire de surévaluation. Et en journalier, comme on l'a sous les yeux, on a rebondi sur le marqueur 50 du stochastique, qui est l'indicateur qu'on a choisi pour cela. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, le MACD, le RSI, etc. Ça vous donnera exactement la même interprétation. Et on voit qu'on venait de territoire de surévaluation, on a plongé, en ce qu'on appelle valeur juste. Donc là, c'est le buy side, sell side et sous-évaluation. Maintenant, avec ce que l'on voit, on se dit, tiens, est-ce que le BTC peut continuer sa course haussière, donc remonter en surévaluation? Et attention à cela, vu qu'à chaque fois qu'on est en surévaluation, on voit qu'on passe de surévaluation en sous-évaluation. Donc là, on regarde ça en journalier, donc il y a beaucoup de noise dans le graphique, mais il faut compter les temps et on le voit mieux en graphique weekly, vu que là, c'est mieux établi et on voit mieux les phases cycliques, donc les phases ABCD, comme on appelle cela. Maintenant, lorsqu'on a cela, donc les bas du mois de mars, clairement, vous voyez le BTC, comme il a décollé, il est arrivé là, donc il venait d'un territoire de surévaluation, il est en train de rechuter. Maintenant, on se pose des questions. Si le dollar continue à être baissier, rappelez-vous la thèse du dollar, donc le QE, imprimé du dollar et tout ça, donc clairement on doit mettre notre argent quelque part. Le gold est en train de souffrir quelque peu, mais ça peut être bon pour le Nasdaq et ça peut être bon pour le BTC aussi. Donc ça, ce sont des points clés. Donc là, ça ramènerait le BTC en territoire de surévaluation. Mais d'un autre côté, on a une séquence de Fibonacci qui prend les bas du mois de mars, donc la zone des 4000 plus ou moins. Le pic haut, maintenant les 20 000. On a arrondi aux 20 000, vous voyez qu'on est revenu dans cette zone. Maintenant, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe maintenant si le BTC retrace? Donc là, si on vivrait la même chose qu'en fin 2017, rappelez-vous, il y a pas mal de probabilités. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait des perspectives. Qu'est-ce qui se passerait si si il y a un méga sell-off du BTC et qu'on passerait maintenant en territoire de sous-évaluation et que le BTC chuterait, qu'est-ce qui se passerait? Et donc là, d'un autre côté, ce serait quoi? Renforcement du dollar, par exemple, comme c'était le cas ici. Vous voyez que le dollar ne reste jamais super bien bas et il y a toujours un moment donné, il renverse la tendance. Donc là, vous voyez clairement que la faiblesse du dollar, c'est bon pour les actifs à rente variable. Et donc maintenant, attention à ce renversement de tendance. Vu les temps qui courent et vu tout ce qui se passe, à tout moment, il peut y avoir une crise de liquidité, il peut y avoir une panique et clairement, on demande des actifs refuges. Donc là, on se dit, si le dollar se renforce, ça peut être bon pour le gold aussi, donc la demande de valeur refuge. Maintenant, est-ce que le BTC aurait toujours, les mêmes faveurs? Vu que, rappelez-vous, lorsqu'on a vu le méga choc que vous voyez ici, vous voyez qu'on a liquidé. On a tout liquidé. On a liquidé le gold, on a liquidé le BTC, on a liquidé les actions du Nasdaq et c'est le dollar qui s'est renforcé. Donc si on a un choc pareil, clairement, vous comprenez la danse, on va encore faire des chassés croisés. Et donc là, c'est ce à quoi on est en train de s'attendre maintenant. Voilà pourquoi est-ce qu'on va faire on fait des projections, on se projette dans le futur et on a divers scénarios pour voir, tiens, qu'est-ce qui peut se passer ici. Et donc par rapport à cela, si ça arriverait, on a une séquence de Fibonacci qui prend qui va des 4 000 aux 20 000 et on regarde un retracement de 23%, on reviendra dans les 16 000, 38% dans la zone des 14 000 plus ou moins et 50% 12 000. Et c'est là que ça nous intéresse. Les 14 000 et 12 000 nous intéressent. 14 000, c'était les hauts en juillet 2019. C'est là qu'il y avait des problèmes entre les États-Unis et la Chine. C'est la première fois que le gold avait atteint les 1900 $ à l'once Troy. Pardon, les 1400 à l'once Troy à cette période-là. C'était ici, là exactement. Et le BTC avait atteint les 14 000. Donc, c'était très intéressant de voir cela. Et juste après, vous avez vu les sell-off. Maintenant, on est revenu, on a généré des nouveaux hauts. Donc là, je parle du BTC. Donc maintenant, le BTC pourrait retester ses anciens niveaux comme support. Donc exactement faire ceci, se poser là et repartir. Et là, vous voyez qu'on maintient notre momentum haussier à long terme. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut constater pour le BTC, quelles sont les probabilités. Donc la suite. Bien évidemment, ça c'est ce que l'on fait et c'est ce que l'on suit et c'est ce qu'on analyse au quotidien au sein du JCTU. Et donc par rapport à cela, je vous invite à aller sur la page du www.jctum.com. Nous avons déclassé quelques émissions complètes, donc là qui datent d'il y a quelques jours seulement, donc là courant du mois de novembre, afin que vous puissiez voir exactement ce qui est fait. Donc on a pas mal de mails que l'on reçoit de personnes qui sont intéressées, qui veulent savoir ce qui se passe. On tente de mettre à jour de temps en temps, donc déclasser quelques émissions afin que vous voyez clairement ce qui est fait. Et là, on a fait un back-to-back. Donc, si on avait cette méga hausse du BTC, on a fait un double focus Bitcoin, donc le 20 novembre et 21 novembre. Donc, on vous invite à regarder les émissions. Elles sont en intégralité.
Donc, vous voyez qu'il y a plus ou moins, c'est plus ou moins 3 heures de vidéo que vous avez là. Donc là, séparé en 2 épisodes, un de 1h44 minutes et un autre de 1h11 minutes, où on a parlé clairement de tout ce qui se passe. Et on a joué les séquences commentaires d'investisseurs clés et de toutes ces institutions, etc. Et on a regardé clairement tout ce qui se passait. Donc décortiquer le tout au niveau quantitatif et qualitatif. Et ensuite regarder ce qui se passe au niveau, comment dirais-je, au niveau de l'analyse technique et quelles sont les probabilités. Donc avec les séquences de Fibonacci, surévaluation et tout le tralala. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des nouveaux services qui ont été lancés. Donc, on a le YoMnode Solution qui a été lancé. Donc, YoMnode, c'est Intelligent and Objective Management of Data. Et donc, ça, c'est un service d'analyse et de recherche. Donc, là, beaucoup de personnes ne savent pas analyser les marchés correctement, sont intéressées par tel ou tel actif. Et donc, nous, on offre ce service. Donc, clairement, on offre cela sous forme de vidéo, on contracte le service, on dit tiens, on est intéressé par le BTC, par Apple, qu'est-ce que tu peux nous dire? On a analysé, mais on n'est pas sûr de nos analyses. On a un service clairement qui va vous aider. Et donc on a mis en avant deux méthodologies d'analyse qu'on utilise pour deux visions distinctes. Donc une vision long terme et une vision, on va dire, court et moyen terme. Donc là, court et moyen terme, c'est trading spéculatif, horizon de 3 à 6 mois. Et une autre, investissement long terme, donc là, minimum 12 mois et au-delà. Et donc vous allez voir les deux manières de faire et ce qu'on fait comme genre de rapport. Et la particularité du Jesse Team, là, le plus que nous on apporte, c'est que tous nos rapports sont articulés. C'est-à-dire qu'on en fait des vidéos, c'est pas juste un PDF qu'on envoie au client, on articule le rapport et on ouvre pas mal de parenthèses, comme ça c'est bien plus enrichi. Et donc voilà le service que l'on offre sur base de nos horaires, donc là nos tarifs de consulting, donc c'est à 100 € l'heure, et donc clairement on a cela. Donc là on demande de service, demande d'analyse d'un actif et on envoie, on va dire, un MP4 d'une heure via canal privé que recevra le client. Donc voilà, donc là aussi on vous invite à regarder cela et vous allez voir, on a déclassé des samples d'analyse qui ont été faites au sein, on va dire, d'autres services que l'on offre au niveau du Jesse Team, donc le VAM Report et les OVS 4, et comme ça vous allez pouvoir voir ce que c'est. Et donc le service est lancé c'était lancé aujourd'hui au 1er décembre, et on a un autre service qui a été lancé, on va dire, un peu plus tôt durant l'année, et là c'est notre service qui était lancé en août, donc le 15 août. Et là, c'est le service exclusif consulting. Vous voyez qu'on est une boîte de consulting et une boîte de recherche. Et clairement, c'est ce que l'on fait avec les clients. Donc, tout ce travail au niveau de tout ce qui est analyser, générer des idées et mettre sur pied, on va dire, comment dirais-je, faire en sorte que les clients comprennent dans quoi ils sont investis et qu'ils puissent aller de l'avant. Et donc là, c'est ce suivi que l'on fait. Et donc là, on a déclassé une session qui avait déjà été offerte sous forme de sample aussi à un autre segment du Jesse Team qu'on appelle le Next Level pour montrer clairement qu'est-ce qui est fait. Et là, c'était un segment où on montrait clairement comment on fait des analyses, comment on modélise le tout. Donc comment on utilise différents outils et comment on crée des analyses. Et là, c'est une analyse par rapport à Apple. Et ça peut être fait pour n'importe quel type d'actif. Mais là, c'était Apple spécifiquement parce que voilà, on était investi dans Apple et on a montré clairement comment comment on faisait le suivi et comment modéliser une analyse. Et là, c'était par rapport à un élément clé. C'était un événement que Apple avait organisé le 10 novembre et pour nous, c'était un probable catalyseur. Donc, avec cet événement de Apple, clairement, ça a alimenté nos analyses pour voir, tiens, Apple va faire ça, 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 ça et ça. Qu'est-ce que ça pourrait donner maintenant pour l'action d'Apple à long terme? Et maintenant, alimenter, ça a complété notre modèle analytique et on l'a mis sur pied. Donc là, je vous invite à regarder cela. La session est disponible en version complète. Donc là, c'est 1h44 minutes et vous voyez clairement comment les choses sont faites au niveau des analyses. Comme ça, vous allez voir quel est le niveau de ce que l'on fait au Jesse Team. Et si ça vous intéresse, là, vous allez pouvoir venir et tirer avantage de cela. Donc, on a plein de services. Si vous voulez nous contacter, il y a le numéro de téléphone en heure de bureau, donc du lundi au vendredi. Et il y a l'email, donc là, c'est bien mieux. Comme ça, on peut être en interaction, on peut répondre. Et donc là, vous avez tout. Donc, en allant en www.jesseteam.com, vous avez la page de présentation. Là, vous aurez les samples des vidéos. Il y a la page de solutions, il y a tous les segments et tous les services que l'on offre. Donc, ce qu'on fait au niveau crypto, c'est au niveau de ce qu'on appelle les block news. Donc là, ce sont nos news quotidiennes du lundi au dimanche, où on a des émissions en moyenne de 45 minutes, 1 heure. Et à part lorsqu'on a des grosses émissions comme les Focus Bitcoin, vous avez vu que là, c'est bien plus gros vu qu'il y a beaucoup d'éléments à analyser. Et donc là, c'est ce qu'on passe en revue tous les jours. Donc du lundi au dimanche, 365, 365. Donc là, on est à 11 mois plein d'émissions. On a le Next Level, donc là c'est tout ce côté macro-analytique et encore une fois on a les 45 degrés de connaissance et il y a les vidéos modules consulting, donc là ce qui permettent à tous ceux qui sont en train de faire leur premier pas et même qui veulent un recyclage d'avoir pas mal d'éléments et ça c'est super intéressant. Donc il y a 3 segments au sein du Next Level, donc les vidéos modules consulting, on a les 45 degrés de connaissance, donc là où on revient sur de la littérature mais qui nous permet d'implémenter et d'aller on va dire bien plus en profondeur dans les thèmes qui ont été vus dans les vidéos modules consulting
consulting. Et dans ce que l'on fait lors de nos market recap, vu qu'on a une market recap du lundi au vendredi, où on suit l'actualité macro, géopolitique et géostratégique et le tout par rapport dans une vision, on va dire, de marché, comment ça impacte les différents actifs. Et avec ce que l'on fait au sein des 45 degrés de connaissance et des vidéos modules consulting, bah, ça vous permet de mettre cela en avant. Comment mieux opérer sur le gold, comment mieux opérer sur le pétrole, comment comprendre l'aspect macro du dollar, les banques centrales et tout cela. Comment mieux analyser une compagnie et tout le travail là, ben, tout ça c'est fait. Et dans les 45 degrés de connaissance, on s'appuie sur des bouquins de, on va dire, de grands investisseurs et des personnes qui ont participé, on va dire, enfin qui ont évolué avec succès, j'insiste bien sur le mot avec succès, dans le monde des investissements. Ils ont laissé des écrits et ces écrits ben, nous permettent de mieux faire notre travail. Donc voilà en gros ce que c'est. Et on commande cela et on voit comment on peut directement implémenter. Donc ce n'est pas de la littérature juste pour lire, c'est pour implémenter cela en tant qu'investisseur long terme et en tant que spéculateur, donc trader, etc. Donc voilà en gros ce qui est fait au sein du GCTUM. Donc là, ben, venez visiter et regarder ce qui se passe et découvrez les nouveaux segments exclusifs et YumNode à travers les segments vidéo, donc les émissions complètes que l'on a mis en avant. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. Un super grand merci, je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouvera probablement pour une vidéo exclusive de ce genre ou pour notre récapitulatif et rétrospective mensuelle que l'on fera en début d'année 2021, donc ce sera au mois de janvier. Donc voilà, un grand merci à vous tous et pourquoi pas, on se retrouvera de l'autre côté au sein des services du GCTUM. Merci à vous, bye bye.